Bah, Sacha qui dit Marc est parti en vacances, le marché en cœur d'homme, c'est de la sorcellerie. C'est vrai que peut-être on devrait l'attacher et plus jamais lui permettre de bouger de sa pièce quand il fait Ou ses juste sortez quand on propositions. nous prévient. Hein. Tant qu'il travaille pour la DAO, qu'il est devant son ordi, tout se passe bien et dès qu'il part quelque part, c'est la fin. Alors, parlons bien, on va attaquer par l'analyse technique vite fait pour pas non plus répéter tout le temps ce qu'on répète, mais là, il y a quand même un déroulement qui est assez intéressant autour de l'élection. Et ensuite, on partagera autour des news impactantes de cette semaine. Il n'y en a pas eu 36 000, ça va plutôt être sur cette semaine-là, celle qu'on est en train de dérouler à compter d'aujourd'hui et qui nous conduira demain vers l'élection du président des États-Unis. Là aussi, vous attendez pas à un effet on-off demain, puisque ça va durer pendant des jours, des semaines, voire des mois, le temps que tout soit bien mis au carré. Et si ça part pas en couille comme à chaque fois d'ailleurs, mais bon, bref. Le marché l'a déjà très largement anticipé, ce qui est en train de se passer maintenant. Par contre, ce qu'on peut moins anticiper, c'est la décision de la Fed vendredi avec hausse de taux, oui ou non, pourquoi, comment, quand, enfin voilà. Donc, on va discuter un peu analyse technique dans ce premier quart d'heure. On refera un quart d'heure, 20 minutes autour des news. Et ensuite, le petit question-réponse habituel avec vous tous dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les réserver pour la deuxième demi-heure plutôt que sur la première où parfois on lit un peu moins le chat. Le crypto total, 2222, pile poil là ce soir, milliards. Et on s'approche dangereusement de la zone de démarcation, j'ai envie de dire des 2200 milliards. Donc il va falloir faire très attention puisque ici, après cette fausse sortie où on se voyait tous déjà aller péter les 100 000 avant la fin d'année 2024, ce qui peut-être arrivera, mais pour l'instant, on va voir comment ça va se dérouler plutôt sur le mois de novembre. En tout cas, on a effectivement une polarité qui, pour l'instant, malheureusement pour nous tous, n'est toujours pas renversée au niveau de BTC. Donc, on réintègre l'ancien canal. On n'est pas très loin de perdre une zone relativement clé autour de 2200 milliards. On a la moyenne mobile 20 autour de 2150, la moyenne mobile 50 autour de 2100. Donc, à la rigueur, venir faire une petite mèche bien dégueulasse comme la mèche de fausse sortie qu'on a faite la semaine dernière, pourquoi pas, pour nettoyer la zone élargie des 2100, 2200. Mais à partir du moment où on reclôture sous cette zone, comprise justement à plus ou moins 100 milliards autour de 2200, clairement, ça voudrait dire que de nouveau, on risque de visiter toute la fourchette basse de ce canal parallèle descendant. Donc, qu'est-ce qui justifierait ça à court terme ? Je ne sais pas. Peut-être justement le catalyseur d'un président qui décevrait. Et ça, à court terme, oui, ça peut avoir un impact. Mais à moyen et long terme, ça n'aura strictement aucun impact. Et deuxièmement, il y a aussi à prendre en considération le fait que, et là, je vous donne de la data statistique pure et dure, c'est pas je suis pour, je suis contre. Les 4 dernières fois sur les cycles qu'on a eu au niveau du Bitcoin, qu'il y a eu un nouveau président, peu importe de quel camp il se trouvait, derrière, on a eu un rallye haussier d'anthologie, le bull run. Donc, est-ce que cette fois sera différente ou non? Est-ce qu'on va avoir une 5e itération positive, peu importe quel président passera? En tout cas, à court terme, voilà, nous en sommes là. Le crypto total de 880 milliards, les alts qui sont très dégradés et notamment celui incluant Ether. Donc pour l'instant, pareil, on a une zone autour de 850 milliards, moyenne mobile 200, 810. Zone de pivot pour sa part autour de 735, tout ce qui repasserait sous les 735 à 700 milliards, on rentre en bear market pour les alts. Pour l'instant, ça a assez peu de chances d'arriver, d'autant plus que les alts n'ont pas du tout performé sur ce cycle. Mais voilà, je préfère donner tous les objectifs. À la hausse, eh bien, il faudra reprendre dans un premier temps les 935 à 1000 milliards. Le crypto total 3 qui exclut Ether ce coup-ci est pile poil sur moyenne mobile 20 et 50, autour de 588 milliards aujourd'hui. Borne haute autour de 660, borne basse autour de la moyenne mobile 200 ici à 530 milliards, avec un changement de polarité qui s'effectuerait plutôt sous les 470 milliards pour le crypto total 3, c'est-à-dire les altcoins excluant Bitcoin, bien entendu, puisque ça n'est pas un alt, mais également Ether. Donc ça vous donne un peu des objectifs en termes de capitalisation.
Des objectifs qui peut-être vous parleront un peu plus quand on parle du prix du Bitcoin ou d'Ether ou de tout ce qui va bien autour, puisque les capitalisations, c'est bien beau, mais je sais que pour bon nombre d'entre vous, vous ne les consultez pas souvent. En tout cas, ceux qui font leurs devoirs ont tendance à les consulter, a fortiori les market cap, mais je sais que pour beaucoup, c'est voilà, assez abstrait, assez nébuleux. Donc le Bitcoin aujourd'hui sur le BTC1 Futur CME s'échange autour de 68 000 dollars après être venu chercher 74 400 dollars pile poil la zone de prix qu'il avait déjà touchée le 11 mars 2024. Est-ce qu'on va avoir un double top parfait ici? C'est un peu trop éloigné, bien entendu, pour que ça soit un double top. Par contre, c'est normal que les professionnels de marché aient surveillé au dollar près cette zone et aient commencé à prendre des profits, ce qui derrière a déclenché aussi d'autres prises de profit. Et vous connaissez la musique, le tout saupoudré d'open interest qui sont plus hauts que jamais, avec plus de 40 milliards qui étaient ouverts sur les contrats futurs et tout ce qui va bien. Donc clairement, on a de l'engouement, on a de l'intérêt, mais on sent une tension qui est palpable à court terme. Et comme on ne sait pas dans quel sens ce regain de volatilité va se faire, eh bien justement, c'est un peu le scénario que je vous déroulais une semaine en arrière. Après, une fois de plus, c'est pas de dire j'ai raison, j'ai pas raison, c'est plutôt dans le sens préservation de votre capital. Et donc, je sais que c'est pas un discours qui vous plaît quand j'entame ça par ce côté-là du spectre, parce que ça veut dire que déjà on a bien performé sur le cycle. Mais je vous rappelle malgré tout qu'on est passé de 15 000 balles à quasi 75 000. On a fait 400% sur Bitcoin. Et aujourd'hui, ce qui me dérange un tout petit peu, en fait, quand je regarde un peu les réseaux sociaux, et notamment nos amis américains, anglais, voilà, on va dire anglo, c'est que la majorité vise entre 80 à 100, 120 000 dollars. Et en gros, quand on vient de faire un 400% et qu'on vise aujourd'hui entre à la louche une vingtaine à au mieux du mieux 75%, allez, pour les plus optimistes d'entre vous, 150 000 dollars qui iront nous chercher un plus 100% sur Bitcoin. Je suis désolé de vous le dire, mais en étant ultra pragmatique, on a fait 400% avant, on se projette sur plus 100% après. Donc la performance, elle est, en tout cas sur Bitcoin, d'ores et déjà faite, avec une BTCD, une dominance qui, là aussi, voilà, a démontré une force qui était phénoménale sur ce cycle. C'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas ce qui m'a convaincu plus que sur le cycle précédent de rentrer du Bitcoin dans mon portefeuille pendant qu'on faisait le fameux DCA public et tout ce dont on a parlé courant 2022 et 2023. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair et net que si j'étais dans la même position dans laquelle j'étais en 2020-2021 et dans laquelle beaucoup, même de notre auditoire, est aujourd'hui, c'est-à-dire 70, 80, 100% en altcoin, je le vivrais très probablement bien pirement, entre guillemets, que ce que je l'ai vécu jusqu'ici. Et je peux vous garantir que même en ayant à peu près sensiblement pareil en Ether et en BTC, je le vis pas non plus super bien, le fait d'avoir une contre-performance, en tout cas à ce jour, du côté de Ether qui vient petit à petit grappiller celle de Bitcoin. Pour autant, est-ce que ça changera, comme on le décrivait aussi dans le dernier live, je crois, la stature de mon bull run? Je pense que ce qui a déjà été fait sur Bitcoin a très largement permis à mon portefeuille de performer en 2024. La question et la seule question que je me pose maintenant et que vous devriez tous vous poser si vous avez une répartition comme ça qui est à peu près équitable, c'est que est-ce que Ether va au bout d'un moment avoir sa rotation par rapport à une Bitcoin dominance qui effectivement, peu importe où BTC terminera sa course, que ça soit 80, 100 000, 120 000, 150 000, on a besoin au bout d'un moment d'avoir cet indice, la dominance, c'est-à-dire le rapport de force de ce que représente dans le market cap global Bitcoin par rapport aux altcoins. On a besoin d'avoir ce truc qui perd des dizaines de pourcents pour parler de alt season. Si on perd 2, 3, 5%, on aura une micro-rotation du côté des alts, mais on n'aura pas de alt season à proprement parler. Donc, ce qu'on veut voir, c'est typiquement ce qu'on a vu précédemment par deux fois, à deux reprises. Une baisse ici qui nous a fait passer en 2018 à moins 63% sur le ratio. Une baisse ici en 2021 qui nous a fait perdre moins 45%. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que très certainement, peu importe ce cycle, comment il va se dérouler, si déjà on arrive à perdre entre moins 10, moins 15 à moins 20% sur ce cycle, revoir une dominance à 50%, on va dire, au lieu de 60%, ça sera déjà plutôt pas mal, puisque chaque cycle, on peut le constater,
y compris sur Bitcoin, y compris sur le market cap et y compris, en tout cas, là, on aura 3 itérations pour le vérifier sur la dominance, ont tendance à se réduire. Et c'est aussi ce qu'on peut observer au niveau de la volatilité des différents actifs qui ont suffisamment d'antériorité, en tout cas, pour le mesurer. Donc, j'espère que tout ce que je suis en train de vous raconter est à peu près clair et surtout, ça accrédite pas mal la thèse. Et là aussi, ben, finalement, je vais pas foncièrement dans votre sens, malheureusement, de ceux qui ont que des altcoins, sur le simple fait et le simple constat, comme là aussi, je crois que j'ai fait un post ce matin sur Twitter, de nous dire que si on va chercher au mieux du mieux un plus 100% à compter du prix de maintenant sur Bitcoin et qu'on vise sur Ether les fameux 10 000 dollars à peu près pour faire un compte rond entre 5 et 10 000, les plus optimistes d'entre vous viseront 15 000, 20 000 ou je ne sais quoi. Voilà, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'un jour, Ether va redevenir d'un seul coup ultra désirable et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais en attendant, en se projetant sur des targets qui sont plus ou moins réalistes et raisonnables, au vu de ce qu'on s'est traversé jusqu'ici, c'est pareil. Si je fais le ratio de ce qu'on a fait au cycle précédent sur Ether, c'est-à-dire 80 dollars à 4 900, c'était 64, on a fait x 62 à peu près. Là, sur ce cycle, on a fait un point bas qui était juste sous les 1000 dollars. Si jamais on rentre un fois 10, c'est déjà extraordinaire. Donc, c'est là où je me dis, vu là où on en est rendu aujourd'hui avec un Ether autour de 2400 dollars, si on va à 10 000 dollars, ça nous fait un fois 4, basiquement. Plus le temps passe et plus, même pour Solana, ça vaut très bien pour Solana, ça vaut pour Taobi Tensor, ça vaut pour absolument tout ce qui a performé sur ce cycle. Et sauf que là, on prend un exemple avec Ether de quelque chose qui n'a justement jusqu'ici pas performé. Au mieux du mieux, et je crois qu'on en discutait, Manu, déjà dans les émissions précédentes, on se projette basiquement, même sur des altes qui n'auraient pas encore des grosses capitalisations, sur un x5 à x10 en cas d'alt season. C'est-à-dire quelque chose qui, pour l'instant, en tout cas, vu comment se déroule ce cycle, est assez hypothétique. Et en fait, en mitigeant ça, en essayant de se faire un scénario, on va dire, relativement pessimiste, un scénario neutre, un scénario optimiste, on arrive à un prix, une fourchette où on sait à peu près qu'on peut y arriver sans non plus voilà, trop forcer en cas de Bitcoin à 100 000. Et ça nous donne à peu près cette fourchette où oui, du côté des altes, et notamment vos altes de prédilection, les trucs d'IA, les trucs de Depin, les Real World Assets ou les trucs comme ça, je pense, et c'est ma conviction aujourd'hui, ça reste personnel, peut-être que je me trompe complètement et qu'on aura une alt season d'anthologie et que tout va faire x50 ou x100, mais au vu de comment se matérialise ce cycle, je pense effectivement qu'il va y avoir énormément de déçus, et notamment du côté des altcoins. Et c'est pas un cycle en fait qui a l'air de se tramer sur le même mood que les deux cycles précédents de 2017 et 2018 et 2021, pardon, où on avait à peu près la certitude au moment où tout se mettait à monter en simultané que peu importe ce qu'on mettait dans le bag, c'est sûr que ça allait remonter. Et on a un exemple qui est assez poignant autour de ça. C'était Ada Cardano qui a récupéré dans moins 99 au cycle précédent et qui a poussé des centaines ou des milliers de pourcents supplémentaires après avoir récupéré le moins 99%. Donc on ne dira jamais que ça ne peut pas arriver, bien entendu, mais pour moi, c'est quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde ce Crypto Total 2, bien sûr qu'on a envie d'y croire. On a eu la zone d'aplat de bear market, un premier pump, une consolidation comme en 2019, pile poil comme ici, avant une envolée. Mais cette envolée, quand bien même on est à 1000 milliards aujourd'hui et on vise dans un premier temps l'ATH à 1700 et ensuite des targets comprises entre 2000, 3000, 4000 milliards, ça fait basiquement de là où on se trouve entre un x2 à x3, x4 si vraiment on avait quelque chose d'extraordinaire. Et il faut remettre ça dans le contexte également qu'au dernier cycle, le crypto total incluant Bitcoin et les stablecoins, on était à 3000 milliards tout pile. Donc clairement, voir que les alts aujourd'hui à 3-4 000 milliards, pour ma part, c'est voilà, impossible quasiment sur ce cycle. Peut-être le cycle d'après, mais je pense qu'on se situera quelque part entre 2000 et au grand maximum peut-être 3000 milliards. Tout dépendra aussi de la capitalisation que Bitcoin voudra bien choper dans les prochains mois. Donc voilà, c'était mon petit point pour ce soir. C'est pas un point de nouveau qui va dans le sens des gens à leur dire oui, vous inquiétez pas,
on aura l'alt season, on l'a toujours eu, TKT, ça va bien se passer. Je sais que j'ai un discours peut-être qui est un peu trop désormais, comme diraient certains le qualifieront, de pessimiste, mais c'est aussi ce qui me permet de garder la tête froide en fait par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le marché crypto. Et là aussi, c'est pas pour pointer du doigt ce que font les autres, parce que on a toujours tracé notre propre route chez CM sans forcément regarder ce qui se faisait autour ou avoir besoin de commenter ce qui se faisait autour. Mais ce que je peux constater aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ça soit francophone ou que ça soit anglophone, 100% ou allez 95% du contenu se base sur de l'opium des cycles précédents. Et si par je ne sais pas quel justement, c'est pas miracle, mais l'inverse, on venait à ne pas avoir le cycle qui se déroule tel qu'on le voudrait, avec un signe noir qui sort, avec les États-Unis, voilà, un rebond de l'inflation monstre, et derrière ils se rendent compte que finalement en 2025 on est en récession, ce genre de conneries finalement, eh bien que se passe-t-il en fait? Je me pose la question. Donc peut-être que je me pose un peu plus de questions que justement en 2021 et que ça courra justement à ma perte ou à une contre-performance qui me fera sortir trop tôt plutôt que trop tard. Mais en tout cas, j'espère que l'exemple que je vous donne à chaque fois, avec les fameux 15 000 à 75 000, quand désormais autour de 68 à récemment, on était encore à 73, quand on vise 100 000 à 150 000 dollars, dites-moi dans le chat si je me trompe, mais entre un x4 qui est déjà passé et un hypothétique x2 à venir, pour moi, la performance de ce cycle, et ça n'engage que moi, en tout cas pour Bitcoin et pour Ether, peut-être dans une moindre mesure, parce qu'on l'a vu, on ira peut-être chercher un x4 sur Ether, ce qui voudra dire que là aussi sur des altes un peu plus exotiques, comme je le disais tout à l'heure, on aura peut-être une fourchette entre x5 et x10 pour les moins capitalisés. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui vous arrivez sur le marché crypto avec 1000 balles et que vous vous positionnez comme ça sur des, on va dire, capitalisations qui sont déjà bien en place, il y a excessivement peu de chances que ça refasse, je pense, ce que ça a fait en 2017 et 2021. Donc, c'est pas pour vous déprimer, c'est le discours que j'ai désormais depuis plusieurs trimestres, notamment en vue de mon positionnement et du fait que j'essaie petit à petit d'avoir des actifs de plus en plus robustes en portefeuille, y compris Bitcoin pour le coup, et peut-être que Ether plus tard nous donnera quelque chose, mais je suis vraiment prompt si jamais Ether ne nous donne pas ce qu'on veut sous 1 ou 2 ans, à changer aussi d'avis et de direction autour de ça. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on aura été rassuré. Mais voilà, je suis tout à fait apte à changer mon fusil d'épaule si jamais sous 24 mois révolus, on avait un Ether qui finalement s'avérait en déroute. Et je pense que c'est le travail nécessaire que tout à chacun devrait faire. Et d'ailleurs, je le salue s'il est là ce soir ou qui réécoute en replay. Il y a une personne qui est venue nous voir sur le Discord et qui nous a dit, voilà les gars, j'ai 100 altcoins dans mon portefeuille. Je ne m'y retrouve plus du tout. Il y a des trucs à moins 90, moins 95. Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est très difficile pour nous d'avoir un quelconque conseil, que déjà, voilà, on n'est pas des conseillers financiers, mais d'une personne qui veut se remettre sur de bons rails, mais qui potentiellement arrive à un moment où on a déjà une Bitcoin dominance qui est très haute et des alts qui ont énormément perdu. Donc, c'est peut-être pas le moment, justement, de vendre les fameux moins 95, parce que quand bien même par miracle, il vient à récupérer quelques dizaines ou quelques centaines de pourcents sur certains alts lorsqu'il y aura peut-être un jour la fameuse alt season, eh bien voilà, c'est très compliqué. Mais pour autant, c'est louable de faire ce travail un jour, de vous retourner ou de vous poser et de vous dire, putain, qu'est-ce que j'ai foutu d'avoir 100 altcoins dans mon portefeuille, et que ça vous tire littéralement comme une spirale infernale vers le bas. Même s'il y a un bull run, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut vendre, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'il faut vendre à quel prix, vous ne saurez pas du tout étudier sans capitalisation en simultané. Et voilà, c'est la bérésina, c'est la fuite en avant. Donc, je salue le courage de cette personne qui est venue nous demander de l'aide. On a essayé de lui donner des tips sans pour autant rentrer dans du conseil, bien entendu, puisque nous ne faisons pas de conseils ni sur la chaîne, ni sur Discord, ni ailleurs, mais d'essayer de l'aider à tailler un peu dans le dur de son portefeuille pour petit à petit faire le travail de son côté de recherche, notamment de ce qui est complètement mort et insauvable, entre guillemets, de ce qui peut encore l'être aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait mon petit monologue pendant 20 minutes. Je vous laisse la parole, messieurs.
N'hésitez pas à me contredire si vous pensez que je suis trop pessimiste / réaliste et si vous pensez qu'au contraire, on a de beaux x20, x50 devant nous, ce qui rassurera peut-être notre auditoire. Ouais, alors bon, non, c'est vrai que t'es plutôt, on peut pas dire qu'en règle générale, t'es pas lucide. Après, effectivement, c'est pas très folichon ce que tu viens de nous dire. Bon, pour, on va dire, balancer un peu ton propos, je dirais, contrebalancer ton propos, je dirais que sur les alts, on a des capitalisations qui sont vraiment très très basses et on sait que dès qu'il y a de la liquidité qui rentre, les alts, elles ne font pas semblant et elles remontent très vite. Elles descendent très vite, elles remontent très vite. Alors, de là à faire des fois 100 sur des tokens qui ont déjà eu un bull run, on en a déjà parlé, on n'est pas vraiment d'accord. Enfin, en règle générale, ça ne fait pas. Mais je pense quand même qu'il y a pas mal d'alts qui sont sérieuses ou en tout cas qui font partie du top 100, qui ont une chance de retrouver un peu des couleurs. Alors, est-ce qu'elles casseront leur ATH du précédent bull run? Ça dépendra effectivement de la hype. Est-ce qu'il y aura de la hype? Alors, moi, je pense que quand en fait ça monte, on gagne, on le sait, en attention. Et s'il y a bien un truc qui marche pas quand c'est un peu qui marche bien quand c'est un peu la crise, c'est un peu le gamble, quoi. C'est un peu les jeux d'argent, le casino. Et je pense que au bout du compte, ça peut quand même attirer un moment du monde parce qu'il faut pas négliger aussi le fait que quand ça part en bull run, il y a énormément aussi de tapage qui est fait autour de la crypto, etc. J'avais des discussions avec des amis en 2019 qui s'étaient fait rincer en 2017-2018. Effectivement, ils n'étaient pas très chauds pour revenir sur le marché. Ils avaient perdu de l'argent, ils ne revenaient pas. Mais on en a quand même eu d'autres. Il n'est pas dit que la dernière fois, en 2021, il y en ait beaucoup qui soient pas rentrés dans le train, qui les regardaient passer et que cette fois-ci, au final, comme nous le dit Wayne, que la bulle ne fasse que commencer. Donc, je reste optimiste. Après, est-ce qu'on aura vraiment Ada Cardano et XRP qui vont exploser? Vu qu'ils n'ont pas délivré plus que ça, peut-être. Effectivement. Mais je pense qu'il y a encore il y a encore de l'espoir. Après, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on est fatigué. On est fatigué. Ça commence à être long. Et peut-être qu'au final, le bull run commence après-demain, ou enfin d'ici cette semaine. Mais effectivement, tout le monde est fatigué. Je le sens dans le chat. Je le suis moi-même. La patience a ses limites et elle cède des fois la place à la fatigue, au fait qu'on est un petit peu blasé d'attendre. Mais je pense qu'il faut. C'est dans ces moments-là où, quand on a tenu, pour la plupart d'entre vous, 3 ans, 4 ans, etc., on va pas lâcher maintenant. On est là, même à moins 95. Tu vois, tu parlais du gars qui est à moins 95. Bon, il y a des tokens, vraiment, s'il n'y a rien dessus, qu'il n'y a rien, que c'est vraiment un token lambda horrible, effectivement, ça remontera jamais. Après, il y a des trucs où, tu vois, je vois Sacha qui nous dit Polygon, ça remontera jamais à son ATH, etc. Peut-être pas, mais peut-être que ça remontera quand même un petit peu et que ça permettra quand même de sortir. Et puis ceux qu'on recharger pendant le bear, peut-être qu'ils y arriveront. Après, là, c'est vrai que bon, Polygon, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il fait vraiment de la peine. Mais voilà, mais sur un total, tu vois, comme tu as devant toi, sur le total crypto, je pense effectivement qu'on peut quand même aller chercher, tu l'as dit, 3, 5, 6 milliards, 6 trilliards. Et au final, ça aura un impact et on sait que tout n'ira pas forcément dans Bitcoin. Si tout va dans Bitcoin, l'argent des institutionnels, etc., oui, bon, on aura un Bitcoin qui va largement éclater les 100 000 balles sans aucun souci, quoi. Ouais, mais Donc, tu voilà. vois, on en revient au ratio risque-récompense. Quelqu'un qui aujourd'hui rentrerait sur Bitcoin à 70K, il va viser 100 et après. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça, je suis d'accord avec toi, mais quelqu'un qui rentre sur Bitcoin aujourd'hui, je suis pas certain que s'il a un profil de spéculateur, c'est le meilleur move, en fait. Je pense que Bitcoin est rentré un petit peu dans la case livret A, plan d'épargne logement, ou en tout cas de l'or anti-inflation. Et le truc, c'est qu'effectivement, on ne peut pas attendre de sa part de faire un x10 maintenant, quoi.
on n'aura a priori pas un Bitcoin qui fera 700 000 balles à la fin au milieu d'année 2025. Mais après, tout dépend aussi comment ça se passe un petit peu à côté. En Europe, ça n'a pas l'air d'être trop folichon. L'activité n'a pas l'air démentielle. Aux États-Unis, ils réagissent très vite. Donc, même si au final, ça n'a pas l'air fou, ça peut quand même plutôt bien se passer chez eux. Ils ne partent pas, en tout cas, avec les mêmes problèmes que nous, on peut avoir en Europe. Donc ça, à voir. On va voir cette élection, mais comme tu l'as dit, en règle générale, c'est suivi d'un pump. Moi, je pense qu'on est bon en termes de prix, qu'on est bon en termes de temporalité. Il nous faut une élection qui a un président qui soit plutôt pro-crypto. Donc, si c'est un Trump, je reste persuadé qu'on aura pas de sell the news, mais qu'on aura une God Candle. Après, on n'est plus très loin du dénouement. Donc, on va vraiment vite le savoir. Je pense que les premiers résultats tomberont mercredi, ou j'espère que jeudi, on sera fixé et qu'on aura en plus quelque chose. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'aux États-Unis, on a un résultat, quel qu'il soit, mais qui soit vraiment bien franc, tu vois, où on n'est pas une embrouille avec de l'incertitude est-ce qu'elle a été élue, mais il y a de la triche, il a été élu, mais il a sorti des guns. Enfin, tu vois, le genre de bordel comme ça. Mmh. J'espère qu'on va l'éviter et qu'on aura bien un bon petit 2% d'écart entre les deux candidats qui posent le game et qui disent bon, bah voilà, on a de quoi, on n'a pas d'incertitude et on peut y aller. Et pour répondre à Mike Bruce, Benjamin Cohen francophone, non, je pense pas, parce que franchement, je jetais un coup d'œil à lui, Into the Cryptoverse et Datadash, quand on était notamment sur les points bas, c'est-à-dire sous 20 000, entre 15 et 20 000. Et ils avaient à ce moment précis des biais, mais extrêmement pessimistes, genre affreux. Et le truc, c'est que eux n'ont pas cet attrait, ou ouais, c'est ça, cet attrait qu'on a nous, les Européens slash Français, pour le DCA. Et en gros, ils ont dit à leur auditoire, je pense qu'à eux deux, ils cumulent des millions de gens entre YouTube et Twitter. Chacun, ils doivent avoir leurs millions respectifs. Et ils disaient aux gens de ne pas acheter à 15 000. Alors que le ratio risque-récompense, quand bien même tu attendais 10 000, il était infini en hausse potentielle, alors qu'à la baisse, tu savais à peu près déjà combien tu risquais de perdre. Donc à 15 000, c'était vraiment le moment de ouf pour attaquer un DCA, et c'est exactement ce qu'on a fait même en public sur CM. Donc c'est le seul petit point entre guillemets que je dirais voilà, de faire gaffe par rapport aux Américains qui ont un côté très doomiste parfois sur les extrêmes, mais après oui, très bon contenu. Il a bien spoté ce qui risquait de se passer sur la Bitcoin dominance, il a bien spoté ce qui risquait de se passer sur ETH, BTC, et c'est arrivé, notamment le comparatif avec le cycle précédent. D'ailleurs, pour la note un peu plus optimiste autour de Benjamin, il pense que le point bas de ETH BTC sera fait entre la fin d'année et début 2025. Donc, puisse-t-il avoir raison pour le coup, pour que Ether rattrape enfin son retard. Mais sinon, ouais, globalement, je pense qu'il faut faire attention dans tous les cas, peu importe qui vous suivez, même nous, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on raconte. Et surtout, si vous avez des convictions, voilà, ça va dépendre de tellement de facteurs. Moi, comme vous l'avez vu, depuis que voilà, j'ai aussi pris de la maturité sur le marché crypto, que j'ai vu comment beaucoup de choses fonctionnaient, que mon capital s'est développé, je raisonne plus du tout de la même façon aujourd'hui que ce que je raisonnais en 2021, et très certainement que dans 2 ans à 4 ans de plus, de nouveau, je raisonnerai plus du tout comme je raisonne maintenant. Donc c'est par, on va dire, par vague, par plafond de verre qu'on dépasse nous-mêmes, et psychologiquement aussi parfois d'année en année et d'expérience en expérience. Et petit à petit, le but, c'est d'arriver à tracer notre route face à tout ça. Donc voilà, petit aparté. Blue Shadow, je pense que tu voulais nous dire un mot sur ton ressenti BTC. Exact. Moi, c'est plus un ressenti global au niveau du sentiment de marché. En fait, je voulais même rebondir à l'époque sur ce que tu, enfin à l'époque, tout à l'heure, pardon, sur ce que tu disais, Manu, justement vis-à-vis du fait que là, on n'est pas trop mal en termes de temporalité et compagnie. Moi, je trouve qu'on n'est pas trop mal aussi en termes de sentiment de marché, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde capitule, même si
les cours sont pas forcément là où ils devraient être pour de la capitulation, je trouve, à mon avis. Je suis le premier à être rincé par ce marché, hein, je le dis honnêtement et je l'ai même dit assez régulièrement, comme quoi j'étais absolument perdu sur là où on en était. Et étant à 80% sur de l'Ether, je vous avouerai que je n'ai pas encore eu de bull run et je ne sais pas, je ne sais pas quelle sensation ça fait que d'avoir un bon actif en portefeuille ces derniers mois. Mais oui, enfin, là pour moi, dans tous les cas, tout le monde est tellement pessimiste. Il y a très peu de recherche de la part des particuliers sur tout ce qui est Bitcoin, crypto et autres. En fait, tout est encore au plus bas et encore un peu mort. Donc, dans tous les cas, je considère qu'on est bon d'un point de vue du timing, d'un point de vue du sentiment de marché et autres. Et pour moi, à mes yeux, effectivement, Bitcoin, on va pas forcément chercher plus haut que 150 000 au maximum. Enfin, je le vois aller à la rigueur qui pousse dans un excès d'orgueil jusqu'à 180 000, mais jamais aller dépasser ces plafonds-là. Euh, mais voilà, je vois bien par contre les alts performer assez fort dans le sens où là, par exemple, l'Ether, on va dire, allez, il est à 2005. Je le vois bien à minima faire un x4, x5 et certaines autres alts effectivement pousser bien plus. On a des gros dossiers qui sont adoptés par la finance traditionnelle, à savoir notamment AAV. Chainlink, j'ai un doute, mais moi, ça reste mon trio favori, Ether, AAV, Chainlink. Mais c'est vrai que pour le coup, ces trois actifs-là, je les chéris tout particulièrement. Et je suis persuadé qu'on aura quand même sur certains actifs de belles performances. Alors pas sur ceux qui ont déjà fait x10 depuis le début de l'année. Quand je dis ça, je parle de Solana, par exemple, mais sur des actifs voilà qui n'ont pas encore forcément beaucoup performé, voire qui sont à leur plus bas actuellement. Je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises, de belles surprises. Mais quand on parlait là de Ada Cardano qui avait tout explosé lors du cycle précédent, je doute qu'on puisse revoir ça. Maintenant, j'espère qu'on arrivera à spotter le token en question si jamais il y en a un qui se remet à faire ça avant qu'il puisse pousser comme ça. Mais toujours est-il qu'effectivement, moi, d'un point de vue psychologie de marché et autres, et des datas même qu'on a un petit peu partout, puis même en interne avec CoinStancy aussi, on voit que c'est au point mort. Enfin, l'activité sur la plateforme, et on l'a jamais eu au plus bas que ça. Donc voilà, moi ça me fait dire qu'on a encore tout à gagner, que dans tous les cas on est plus proche de la capitulation que de l'euphorie. Et dans tous les cas, ça va laisser place à un joli bull run 2025, si tenté qu'il arrive et qu'il se décide à prendre le bout de son nez. Ouais, puisqu'il y a une dimension aussi de timing qui est assez importante. Si on loupait la fenêtre là de fin d'année, début 2025, c'est rarement l'été que se lancent les cycles haussiers pour le marché crypto. Donc, c'est plutôt l'inverse hein, d'ailleurs qui a lieu. Moi, la question aussi que je me posais, tu vois, ces derniers jours, enfin, ça fait longtemps que j'y pense, mais à chaque fois, je me fais la même remarque. C'est les gens qui étaient sortis au premier trimestre 2021 en pleine bourre, pleine hype. On va dire, allez, juste avant avril, parce que de souvenir, c'était mi-avril que ça s'était pété la gueule début 2021. C'est ça. Et je me dis, les personnes qui seraient sorties là en mars, et notamment quand les alts avaient quand même un peu performé, on ne pouvait pas parler d'alt season, mais on n'avait pas encore BTC qui était passé en mode The Reaper à essayer de découper tout ce qui sortait une oreille du bois. Mais globalement, je me demande si les personnes qui sont sorties avant avril 2021 et celles qui potentiellement seraient sorties en mars 2024 ne sont aujourd'hui pas plus heureuses que d'avoir subi les 8 mois de 2024 qui nous ont conduits jusqu'ici, slash les 8 mois aussi qui nous ont conduits à l'automne 2021 avec certes une réciproque et un nouveau micro point haut, largement aussi, on l'a vu par la suite, une fois qu'on a eu les infos, les datas manipulées par FTX, Alameda et consorts, mais tout en traversant un été 2021 qui a été juste atroce. Et ça s'est introduit par ce fameux dump de moins 30, moins 40. Enfin, c'était un truc où tout le monde avait envie de se jeter par la fenêtre parce que on était vraiment en pleine euphorie mi-avril
et strictement personne n'a vu arriver le train lancé à pleine vitesse. Et ça, celui-là, je peux vous garantir que les VITSI, les gros portefeuilles, les petits portefeuilles, les whales, les échangeurs, peu importe à qui tu parlais, tout le monde s'est mangé le dump de avril 2021 d'une façon qui était juste affreuse, atroce, avec un pic d'euphorie sur Coinbase qui était listé top 1 application et qui ont fait leur pub au Super Bowl qui a été vu 1 milliard, 2 milliards de fois, je sais pas combien de fois ça avait été vu, bref, c'était du grand n'importe quoi, plus l'introduction en bourse de Coinbase d'ailleurs, qui a déclenché le top local. Donc voilà, je me demande toujours en fait quel est le ratio à la fois risque-récompense et le ratio souffrance/temps qu'on y accorde pour un résultat qui parfois est assez hypothétique, tu vois, selon les moments. Il est proportionnel, c'est-à-dire que le ratio risque-récompense est élevé et le ratio souffrance-délivrance est aussi élevé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est un peu là pour souffrir quand même quand on fait de la crypto. C'est un peu dur à dire, mais en vrai, c'est quelques mois d'euphorie, 6 mois, 9 mois, allez, 1 an, et quand même 3 ans de 3 ans de galère, entre guillemets. Hein. Mais après, c'est aussi pour ça qu'on construit, c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas que le prix. On va voir un peu aussi l'ambiance à la DevCon, là, voir s'il y a des choses, s'il y a de l'ambiance, tout simplement, s'il y a un peu d'oseille, etc. Voir un peu si ça crée, si ça produit des nouvelles choses, parce que c'est aussi ça qui est important. Hein. C'est aussi ça, si on veut quelque chose de périn, il faut que ça construise plus, de façon, on va dire, plus régulière, j'ai envie de dire. On n'a pas non plus 1000 choses qui sont sorties. Tout ce qu'on a vu un peu, là, tu l'as dit, RWA, IA, etc., c'est quand même bon, c'est bien pour spéculer, mais en termes de tech, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est peut-être ce qui manque au-delà de BTC, tu vois, d'avoir un peu une direction niveau engouement, niveau narratif. J'ai peur qu'on ait justement déjà épuisé pas mal de ces cartouches de narratif et qu'il n'y en ait pas un qui est pété plus qu'un autre. Aussi que le précédent, on a eu l'avènement de la DeFi, on a eu les NFT, on avait la BSC. Je veux dire, il se créait des trucs où vraiment ça déclenchait des hypes où les gens, ils étaient comme des dingues, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'hyper les choses et d'augmenter, entre guillemets, la hype autour d'un sujet en particulier, tout à fait. Après, tu sais, les réseaux sociaux sont toujours là quand c'est le moment et qu'au final, tu sais, moi, je regarde, tu vois, on peut regarder, je voyais qu'il y a des gens qui disaient sur les exchanges, c'est pas la fête et tout, etc. On voit aussi que les exchanges, pour l'instant, ils n'ont pas mis d'oseille en marketing et tout. Hein. Il n'y a pas de grosses pubs, il n'y a pas de matraquage, etc. C'est pas encore le cas, quoi. Et je pense que quand ça va partir, on va voir ce genre de choses sortir d'un coup et on va avoir un matraquage et tu sais, ça prend 1, 2, 3 mois avant que les gens finissent par se dire voilà. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu un SMS d'une personne qui, la dernière fois qu'elle a voulu acheter du Bitcoin, c'était en décembre 2023, 1 mois avant le pump de folie. Elle en a pas fait, elle en a rien fait. Et elle m'a renvoyé un message la semaine dernière en me demandant « Ouais, tu me conseilles quelle plateforme pour acheter du Bitcoin ?» Donc, c'est quand même bullish. Juste pour dire. Parce que Marc, il avait les gens qui l'appelaient où il se disait « Hop là, lui, c'est un red flag, je vends. » Et ben moi, j'en ai un. C'est plutôt à chaque fois qu'il m'appelle, c'est le moment où ça va partir. Je lui souhaite de rentrer s'il nous écoute. En tout cas, ben, grosses échéances, effectivement. Et je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo de Asher au sujet de MicroStrategy, Michael Saylor, qui prévoit de lever 42 milliards supplémentaires pour acheter du Bitcoin. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de Owen, n'hésitez pas, ça détaille justement toute la mécanique autour de ça. Mais comme il l'a très bien titré pour sa vidéo, c'est presque au-delà d'un titre qu'on appellerait aguicheur pour être poli. Je pense que c'est un titre qui est dans le vrai.
est-ce que c'est de la bombe ou est-ce que c'est la bombe de MicroStrategy qui est en train de démultiplier les leviers to the moon pour essayer de faire de la dette sur des actions d'entreprise qui elles-mêmes, la boîte avant toutes ces carabistouilles BTC valait quoi, 1 milliard, 1,5 milliard. Désormais, c'est valorisé 40 milliards ou je sais pas combien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais si son pari réussit et que Bitcoin monte très haut et de façon continue, why not? Mais on a vu que l'histoire nous donnait des phases qui étaient parfois pas si glopes. Donc, quid du moment où vont arriver les échéances et où il va devoir sortir le chéquier pour honorer ses dettes et ses intérêts? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu le colosse au pied d'argile avec un point de défaillance un jour qui remporterait le marché crypto? Mais il dit qu'il vend pas. Hein. Après, bon, on l'a déjà vu hein, sur ses wallets, il arbitrait, mais effectivement, si tu peux acheter 42 milliards, ça devrait bien se passer pour nous. Hein. Après, là, tout ce qui a été ETF, on a vu que c'était des vases communicants et qu'on a eu une belle montée, mais qu'au final, là, ça continue entre guillemets à passer d'un portefeuille à l'autre. Bon, s'il doit faire des achats spot, il y a un moment où ça va se voir hein, sur le prix. Oui, non, mais je veux dire, c'est plus au niveau de la mécanique qu'il y a derrière pour la levée, à la la dette vente et ou à tout la ça. liquidation, ça va se voir aussi. Ouais, voilà. Puis c'est surtout avec quel argent il va rembourser, ne serait-ce que les intérêts et tout ça. Il y a un moment où il y a un problème, tu vois, dans l'équation. Moi, ça commence à me faire peur puisque je trouve qu'il commence quand même à avoir beaucoup de Bitcoin avec MicroStrategy. Et à l'époque, on se posait quand même la question des whales en Bitcoin et des entreprises qui commençaient à en avoir un petit peu beaucoup, alors tout en sachant que c'est absolument pas à ce niveau-là. Là, pour le coup, on a une entreprise qui quand même détient une bonne partie de la supply de la supply de Bitcoin et qui derrière va en racheter encore un bon paquet. Moi, ça commence à me faire peur, ouais, justement vis-à-vis peut-être vis-à-vis du fait qu'il y ait une entité qui puisse potentiellement influencer le marché, disons bien à la hausse comme bien à la baisse, et qui potentiellement pourrait pourrait créer un bear market encore plus violent que ce qu'on a pu voir auparavant, puisqu'il en détient quand même beaucoup. Et c'est juste ça qui me fait un petit peu peur, c'est que je me dis effectivement, quand il va y avoir les échéances et qu'il va falloir revendre, qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors après, MicroStrategy, je sais plus est-ce que j'avais vu ça, si c'était dans une vidéo d'Owen ou sur ta chaîne CM. Mais effectivement, MicroStrategy, ils en sont pas à leur coup d'essai sur les nouvelles technologies, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où eux, déjà à l'époque de la bulle Internet, ils avaient fait des moves assez dégènes aussi. Donc là, je sais pas trop. Moi, ça me fait peur vis-à-vis du nombre de Bitcoin qu'ils détiennent. Après, oui, enfin, si tu vends pas tes Bitcoins, tu réalises pas ton gain. Donc, à voir comment ça va se passer et en espérant que ça n'impacte pas trop le marché. En fait, il y a toute une stratégie où ça va tenir sur un point d'équilibre, un peu comme quand tu as un prêt collatéralisé en DeFi et où tu veux pas voir ton health factor qui descend trop bas, voire à la liquidation. Et en fait, il existe un monde où pour X ou Y raison, si le marché crypto, au bout d'un moment, il continue de lui donner ce qu'il veut dans un premier temps, que par exemple on va à 100 000 $ et que lui il continue de faire la boule de neige et de s'endetter, mais avec un prix au fur et à mesure que même sur ses propres acquisitions, il va payer du Bitcoin à 67, à 70, à 80, à 100K, et lui il s'en fout, il achète tout le temps. Et le jour où on va revenir à un prix qui va être son prix médian d'acquisition générale et que les intérêts vont courir et eux-mêmes faire la boule de neige, etc., si on rompt la neutralité en fait de toute sa stratégie, derrière on rentre dans un territoire où on va lui forcer la main, soit de manière tout à fait normalisée, c'est-à-dire vendez vos actifs pour nous rembourser, ou pire encore, un genre de placement en faillite, où derrière on va lui forcer, justice à l'appui, à vendre les bitcoins qu'il n'avait pas forcément envie de vendre. Donc bien entendu, c'est le scénario négatif, une fois de plus. Je me fais l'avocat du diable maintenant dans les lives du lundi. Je vais mettre mes petites cornes, je mettrai mon petit bandeau corne de diablotin. Mais ouais, globalement, moi, depuis le début, j'ai toujours eu un a priori assez négatif sur ce qu'il est en train de construire. Ça le fait passer pour un génie / gourou aux yeux de certains.
Je vous demande juste d'observer qu'est-ce qui s'est passé avec les précédents génies gourous et les gens qui ont fait des dingueries dans le marché crypto. Aussi positives puissent-elles paraître dans un premier temps, ça s'est rarement bien terminé. Et voilà, c'est tout ce qu'on observe. Donc Ouais, j'espère bien entendu que ça ne se terminera pas mal pour MicroStrategy et Sailor. Mais franchement, je j'ai pas un pressentiment de ouf, tu vois. Si vous voulez mon avis, Michael Saylor, c'est un arbre qui cache une immense forêt. Parce que les mineurs de Bitcoin et les Bitcoiners en général, ils ne vendent pas et le marché sait qu'ils ne veulent pas vendre. Et en 2022, c'est déjà arrivé. C'est qu'il y a des entreprises de minage qui ont déclaré faillite parce qu'elles ont mis leur machine de minage en collatéral pour avoir encore plus de Bitcoin. Mais sauf que je crois qu'en 2022, il y a un moment où le Bitcoin est passé en dessous de 15 000, voire même encore plus en dessous. Et ces entreprises-là étaient obligées de se déclarer en faillite parce qu'elles n'avaient plus rien et elles étaient en effet de levier. Donc, au-delà du fait que Michael Saylor est extrêmement exposé à Bitcoin, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme lui et effectivement, ça rajoute un peu à l'inquiétude qu'on peut avoir ces temps-ci. Ouais, après, de ce que je vois des levées de fonds aussi en ce moment, il y a énormément de levées de fonds et il y a des gros VC qui étaient principalement sur Ethereum et qui au final ne font plus grand-chose, en tout cas sur les canaux que je vois passer. C'est qu'il y a énormément de protocoles qui sont en train d'essayer de construire de la DeFi sur Bitcoin. Alors, je ne sais pas technologiquement à quel moment ça fonctionne ou pas. Mais par exemple, si je regarde, tiens, j'ai pas ouvert le truc depuis un moment, je vois qu'il y a 22 projets que j'ai pas regardé. En Solana, Monad, en gaming, network machin, Bitcoin Zero Knowledge, Ethereum, Bitcoin DeFi. Donc ouais, vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs qui veulent, moi je vois passer pas mal en tout cas de funding, qui veulent faire de la DeFi sur Ethereum. Et ça, je fais juste écho à ce qu'a écrit dans le chat Ozibandia, qui disait qu'il y avait pas mal de BTC qui étaient wrappés, qui étaient en forme de wrap BTC, CBBTC, etc. et qui rapportaient pas au final de frais aux mineurs, ce qui est en soi un problème, hein, puisqu'on sait que les halvings passant, la récompense étant plus petite, au bout du compte, il faut des frais. Et ça peut peut-être aussi être quelque chose comme ça. Et ce qui expliquerait qu'au bout du compte, avoir du Bitcoin et en acheter de plus en plus, ça peut paraître au final intéressant à ce genre de choses. En tout cas, je ne sais pas ce que ça aurait donné s'il avait été déjà autant exposé quand ça dump à 15 000. Genre, admettons qu'il ait eu un prix au dernier cycle de revient médian à 30-40. Il aurait fait quoi quand on était à 15? Tu vois ce que je veux dire? S'il avait dû commencer à rembourser? Ça aurait été drôle, ça. Ah ouais, je pense que ça n'aurait pas été drôle. Non. Effectivement, vraie question pour le coup. Après, on a vu au dernier bull run qu'il avait vendu aussi des bitcoins. Hein. Il passe pas son temps à en acheter et à jamais en vendre. Hein. Il avait fait quand même des trades qui gagnaient de l'oseille. Peut-être que cette oseille, il sert à rembourser peut-être ses intérêts ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il tradait pas, on va dire, c'était pas du day trading, mais les tops locaux, ils vendaient 1500 bitcoins. Bon, après, c'est vrai qu'il en rachetait 2 semaines après 1200. Mais dans l'absolu, voilà quoi, il était quand même dans le marché. Ouais, au niveau des infos, parce que on avait quelques infos quand même à voir, et on fera un peu de questions-réponses ensuite. Lido qui lance un module de staking pour déployer son nœud validateur D1.3 ETH. Bonne nouvelle. Ouais. Je ne sais pas si vous avez un avis différent, mais c'est plutôt cool. Décentralisation, très bonne nouvelle. Ouais. Et je crois qu'ils vont aussi lancer des frais pour la DAO, je crois, de ce que j'ai compris. Ouais, j'ai pas creusé plus que ça, je t'avouerai, mais... Je crois qu'ils vont filer les 10% dont on parle depuis des années à ceux qui ont le token, quoi. Enfin, c'est pas encore live. Hein.
Bah écoute. Et on avait Base, Layer 2 de Coinbase qui enregistre un volume record de transactions en stablecoin et qui même globalement, vraiment, ça turbine du feu de Dieu, hein, Base pour le coup. Bah, après, j'ai vu passer quand même quelques notifs, 1 milliard minted à USDT Treasury, etc. Ça, j'aime bien, hein, moi, ce genre d'alerte quand j'en ai. J'en ai vu passer une ou deux, 1 milliard minted. Donc ça se prépare aussi, je pense, tu vois, petit à petit. Petit à petit, tu vois, on est quand même à plat. Tu vois, quand je regarde ton graphe, je vois que ça tape sur un plafond de verre. Il faut pas grand-chose pour qu'il cède, hein, ça se trouve, hein. Et puis après, hein, Price Discovery, on sait comment ça se passe, hein. Bah, on était dans la même situation en fin 2020, avec, je sais plus pour le coup à quelle valeur était ce fameux plafond de On verre. était aux alentours de 10 000, hein, on a galéré pendant longtemps, hein. Ouais, c'est ça. Après, il y avait 20 C'est 000. ça. À Là, l'époque, on a cassé 20 000, on l'a breaké, on a fait un pullback et on est parti. en fait, faut voir cette même figure-là. Ouais, vas-y. Pardon. Je t'en prie. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce qui m'impressionne le plus chez Base, c'est que tu as certains services, notamment les échanges de tokens, où tu peux avoir recours à des frais qui sont plus compétitifs que sur des plateformes comme Binance. Par exemple, sur ETH USDC, tu peux avoir des frais qui sont en moyenne à 0,04%. Je n'ai pas le souvenir des frais d'échange sur Coinbase, mais 0,04%, c'est quand même extrêmement faible. C'est comme si c'était quasiment du sans frais. Et pour ça, Base a un véritable argument pour pouvoir faire concurrence avec des plateformes comme celle-là. Ouais, non, ça c'est pas faux. Base, ils ont un placement qui est plutôt pas mal et puis ils vont pousser. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de BNB, de crypto.com, etc., qu'on lancé leur chaîne pendant le bull market d'avant. Et eux, ils l'ont lancé un peu différemment. Après, bon, l'hype, Memcon et tout ça, ça reste du volume, hein, je dis pas. Mais c'est pas non plus ce qui fait la différence. Enfin, en termes de volume, ça fait la différence. Après, en termes d'écosystème, voilà, on reste quand même sur des choses. Ce que je disais, ça manque un peu de nouveauté. Ça manque un petit peu d'innovation des fois. C'est ce que je me dis. En soi, des mêmes coins, tu peux en trouver sur n'importe quelle blockchain et même n'importe quel layer 2. Sauf que les échanges en Ether, les échanges en BTC, les échanges en stablecoin, etc., ça, il n'y a pas sur 36 000 réseaux que tu peux avoir autant de liquidités qui soient accessibles. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, la liquidité, je ne suis pas sûr que Coinbase, ce soit eux qui la mettent en main coin. Je suis d'ailleurs sûr que ce n'est pas le cas, puisque j'ai déjà été regardé. Si tu veux des mêmes coins, il faut aller sur Solana. Là, pour le coup, non, mais il y avait une période sur Base aussi, mais on est souvent à 100 000, à 100K de liquidité, quoi. Après, il y a quelques tokens qui se rapprochent peut-être du million, mais ça se compte. Enfin voilà, on en a déjà parlé ici, mais bon, c'est un peu un jeu de dupes et au final, c'est pas ça qui, au bout du compte, crée vraiment la vraie hype, j'ai envie de dire. Après, ce qui est bien sur Base, c'est que les frais de transaction sont tellement faibles aussi que tu peux build pas mal de choses là-dessus, en soi qui sont hyper cost efficient. Et à mon avis, enfin alors pour le coup, bon, moi je sais pas trop comment est-ce qu'on build on-chain directement, je vais dire ça comme ça. Mais au vu des frais dérisoires qu'il y a, à mon avis, il y a tellement à faire en allant build sur Base plutôt que sur d'autres layer 2 pour avoir un minimum de frais et vraiment pour onboarder le plus de personnes possible que il y a moyen de se placer sur ce créneau-là aussi après. Ouais, tout à fait. Mais non, les frais, c'est important. Je suis d'accord qu'Ethereum en bull run, c'est un peu l'enfer. Après, à voir comment ça va se passer, hein, parce que tu sais, on disait pareil d'Arbitrum, d'Optimism. Dès que tu commences à avoir pas mal de choses à faire, ça finit quand même par coûter cher, quoi qu'il arrive. Après, bien sûr, on n'est pas au niveau avec 100 balles, tu dois pouvoir en faire des transactions. Mais s'il y a vraiment un moment précis où il y a du passage, etc., ça revient quand même cher, même si c'est moins cher. Ça m'est déjà arrivé, hein, de payer une transaction 20 balles sur Arbitrum, hein.
Ouais, Clairement. en fait Arbitrum enfin, ça reste peu cher, mais derrière ça monte assez vite. Moi, je suis allez, à 95% sur Arbitrum, et effectivement, je vois que parfois ça peut chiffrer très vite. Honnêtement, sur Base, quand tu as un 3-4 centimes de frais, c'est que le réseau est quasiment déjà pas mal congestionné. Donc, c'est pour ça que je considère que build sur Arbitrum, ça reste quand même plus safe que sur les autres layer 2. Après, c'est ma conviction personnelle. Maintenant, toujours est-il que sur Base, tu as des frais qui sont tellement compétitifs que ça peut être intéressant de construire là-dessus euh, pour en fait pouvoir concurrencer bah ouais, limite des plateformes centralisées ou autres. En termes de frais, je dis bien. Ouais, ouais. Pour répondre à Redson, combien il y a de Bitcoin sur les échangeurs? Ben, selon les derniers chiffres, entre 2,5 millions et 3,5. Ouais, deux, Donc, 3 millions. voilà, on va dire une médiane autour de 3 millions sur les 21 millions. Après, à Quand voir même. aussi avec tous les dérivés qu'on a aujourd'hui, les futurs, les options, est-ce qu'on peut compter ça comme des bitcoins papier? Apparemment, même ce que BlackRock refourgue au niveau des ETF, c'est des IOU. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser honnêtement, mais ceux qui ont mesuré les BTC dispo sur les échangeurs en fonction des échangeurs qui veulent bien communiquer dessus ou qui ont des réserves publiques, voilà, on est autour de 2,5 à 3 et quelques millions. Ce qui veut dire que c'est pas énorme et que les ETF, pour rappel, ont déjà pompé 1 million de BTC en 8 mois. Alors c'est vrai que c'est un peu, comment dire, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que il y a toujours Grayscale qui en détient beaucoup et qui en détenait beaucoup, mais qui en a toujours quand même pas mal. Donc ça fausse un peu ce chiffre des 1 million qui auraient été absorbés post-approbation ETF. Mais voilà, on est quand même sur une dynamique qui est remarquable, on va dire. Ouais, ça reste très peu, hein, 2,5 millions de BTC sur les exchanges. Là, comme ça, quand il se passe rien, ça suffit. Mais si tout le monde s'excite, ça reste faible. Après, oui, peut-être qu'effectivement, il y a des IOU, des trucs comme ça pour le BTC sur BlackRock, machin, mais ça n'empêche qu'au bout du compte, il y a quand même un moment où il faut les acheter. Donc, ça risque de. Ça, on va voir, hein. De toute façon, sur Bitcoin, vous pouvez être sûr que quand il y a de la hype, ça passe pas inaperçu. On l'a vu en janvier, c'est pas passé inaperçu, bien que Grayscale ait déchargé des quantités astronomiques de Bitcoin de son GBTC. Mais au bout du compte, voilà. S'il repart, ça fera aïe aïe aïe, aïe aïe ou. Il y avait une question de Imessi qui disait: petite question à toute la team, y compris CM, Manu, Blue Shadow, Stengarl. Est-ce que la crypto a changé votre vie financièrement? Et je pense que ça vaut le coup d'y répondre même au-delà de la finance. Est-ce que ça a changé notre vie et notre perception du monde? Je dirais même plus. Je répondrai en dernier. Bon, Alors, Qui commence? vas-y, ok, Stengarl, je me vas-y. porte volontaire. Vas-y, je t'en prie. Alors financièrement, pour être totalement transparent, j'ai encaissé plus de bénéfices que de pertes, fort heureusement, mais ça a pas totalement changé ma vie. Par contre, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue perception du monde, effectivement, ça a changé énormément de choses. Là, si je devais comparer ma vision du monde et ma vie professionnelle 5 ans plus tôt, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est clair que le monde de la crypto est quand même très exigeant en termes de temps et d'énergie, mais à la fin, tu te retrouves avec quelque chose qui transforme ta vision et à la fin, tu es quand même content de faire partie de tout ce mouvement-là. Bah, je vais enchaîner du coup. Concrètement, moi, oui, ça a changé ma vie financièrement, professionnellement, personnellement, tout ce que tu veux. Dans le sens où, bah, professionnellement, enfin, j'ai voulu construire dans le domaine crypto dès la première année où j'ai été dedans. Donc, ça veut déjà un petit peu tout dire et je suis toujours là-dedans aujourd'hui. Financièrement, bah, en tant que tel, oui, puisque ça permet de développer son entreprise sans forcément avoir à se soucier derrière
faut avoir de l'argent pour vivre en plus, et où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour investir dans sa propre boîte. Donc voilà. Puis personnellement, oui, bah après, forcément, j'ai rencontré des gens qui sont assez fous, assez sympas, justement, personnellement aussi. Donc oui, globalement, la réponse est un grand oui. Je vais pas le cacher. Ben moi, je peux dire que oui. Alors moi, je suis un peu plus vieux que vous deux. Manu a changé de vie, mais également de micro. Bah, ça lui a permis de changer de vie. La preuve, il s'est fait des doses en direct. Je regarde plus le journal de 20h, je vais sur. Et puis, je crois je fais pas de politique, mais je fais de l'économie, donc je suis content. Donc ouais, ça a changé ma vie. Et financièrement, c'est mieux en fait quand. Disons que tu peux faire plus d'argent si tu t'en sors bien qu'en travaillant, j'ai envie de dire 9-24 quoi. Voilà. Enfin 9-24, ça veut rien dire, mais je pense que si t'es pas mauvais et en bull run, ça se passe bien. En règle générale, je pense que ça va bien se passer pour vous aussi. Vous avez raté toute la première partie. Bon, je suis désolé, mais je disais qu'effectivement, j'avais changé de vie, qu'avant, j'étais un pharmacien qui injectait des vaccins frelatés et que maintenant, je suis devenu complotiste et que ma vie va beaucoup mieux. Pas mal. Mais oui, effectivement. En tout cas, voilà. Financièrement, ouais. Moi, je trouve que ça va mieux. Avant, j'avais un pote qui s'appelait Ursaf et qui s'invitait grave à la maison. Et franchement, il défonçait le frigo à chaque fois qu'il venait. Il squattait le canapé. J'étais à 2 doigts, franchement, de me méfier qu'il ne se barre pas avec ma femme. Mais maintenant, depuis ce pote un peu trop envahissant. Voilà, depuis que je le côtoie moins, ça va mieux. Voilà, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là. On a parlé pas mal de prix ce soir, plus que de tech, etc. Mais dans l'absolu, intellectuellement aussi. Bon, là, j'ai dit des conneries, mais intellectuellement, moi, ce qui m'a poussé à venir dans la blockchain et de bosser là-dedans, c'est que dans la pharmacie, j'avais fait un peu le tour. Je commençais souvent à être, sans vouloir me lancer des fleurs, mais être le plus intelligent de la pièce. Et ça, c'est pas vraiment super sympa. Et au moins, quand je suis arrivé dans la blockchain, j'étais le plus nul, je comprenais rien. Je maîtrisais vraiment pas grand-chose. Et au bout du compte, ça m'a remis des challenges et j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir repartir, entre guillemets, sur un sujet que je connaissais pas. Et de devoir rediguer, réapprendre, me relancer, quoi. Voilà. Ouais, et donc, comme le dit Messi, il a pas oublié, hein, CM en dernier, mais CM a la lourde tâche de répondre à la question. Comme vous le savez, au niveau de mon aventure dans CM, j'ai commencé en ayant quitté mon boulot. J'avais un boulot en CDI, ça se passait plutôt pas mal, mais c'était pas super ouf. Donc voilà, j'ai commencé avec pas grand-chose, ce qui fait que, comme quand on apprend, notamment en crypto, je n'ai fait que augmenter derrière. Déjà, pour répondre à ta question, oui, financièrement, il y a eu un gap des plus importants parce que je suis passé un peu de rien à tout, entre guillemets. Alors tout, aujourd'hui, ça veut pouvoir dire tout et n'importe quoi, justement. Et je rentrerai pas dans les détails parce que je suis pas quelqu'un qui est là pour flexer ou quoi que ce soit. Mais voilà, oui, financièrement, la crypto a très largement changé ma vie. Par contre, est-ce que pour autant j'ai changé de vie? Foncièrement, pas spécialement. Il y a des choses sur lesquelles je fantasmais, entre guillemets, notamment le côté matériel un peu. Pour ceux qui suivent, je pense que voilà, vous saurez de quoi je parle et que tu as des projections comme ça depuis l'adolescence ou jeune adulte, des trucs que tu te dis je pourrais jamais me payer de ma vie et d'un seul coup, tu as suffisamment d'argent pour pouvoir te le payer. Et donc, le temps que ça fasse son cheminement psychologiquement, tu finis justement par casser ce genre de plafond de verre pour te faire plaisir et accepter de te faire plaisir aussi. Et donc, ouais, ça a changé un peu ma vie, mais pas trop. Et d'un autre côté, j'essaie d'en faire profiter un maximum les gens autour de moi, de pouvoir régler voilà, des petits trucs du quotidien, pouvoir faire un caddie de course pour la famille, pouvoir donner un peu quand il y a des travaux à faire, pouvoir aider, tu vois, tout simplement, comme le ferait n'importe qui dans une famille saine et soudée, entre guillemets.
Et sinon, après, j'ai pas de grands rêves dans l'absolu. Pour la suite, que dire de plus? Parce que là, ça fait plus je raconte ma vie qu'autre chose. Mais par rapport aux projections que je me fais plus tard, voilà, d'asseoir un patrimoine et d'être tranquille pour ne plus avoir à réfléchir à si demain, justement, je devrais repartir en CDI pour remplir le frigo. Et ça, c'est déjà un luxe que tout à chacun ne peut pas se permettre. Et donc, c'est un luxe tout court de ne pas réfléchir, justement, quand on va faire son caddie, à si on est à 5 ou 10 euros près. Et pour il y a 6 ans de ça, désormais, avoir été dans ce cas-là parfois, eh bien, j'apprécie aujourd'hui de ne plus me poser la question. Mais ce que m'aura apporté surtout l'aventure crypto, au final, c'est déjà de rattraper l'éducation financière que je n'avais pas. Et quand je dis que je n'avais pas, c'est vraiment j'étais une bite parce qu'en maths, j'ai jamais eu d'atome crochu avec les mathématiques. J'étais quelqu'un qui plutôt s'intéressait au côté à la fois littéraire, mais plus, on va dire, tout ce qui était même dès l'école tôt, primaire, collège et tout, éducation civique, les matières un peu biologie, technologie, physique. Voilà, j'avais des attraits pour la connaissance, on va dire, apprendre des choses qui me paraissaient intéressantes, mais les mathématiques, ça passait pas du tout. Et du coup, qui dit pas de mathématiques, entre guillemets, ou du moins, voilà, j'ai pas eu un cursus fou de ce côté-là, dit que forcément, le côté financier qui est fait quasiment que de mathématiques, ben, je me suis finalement pas trop intéressé à tout ça. Donc, rétrospectivement, j'aurais bien kiffé faire très certainement ES au lycée économique et social ou un truc comme ça, tu vois. Ça aurait plutôt pas mal correspondu au profil. Finalement, je me suis retrouvé sur une série S parce que voilà, il fallait que tout le monde fasse des maths et je me suis confronté à mes propres difficultés finalement qui n'ont eu que pour résultat d'avoir un échec, voilà. C'est ce qui fait que j'ai terminé mes études sans aller faire des études supérieures derrière et je suis rentré rapidement dans la vie active, comme on dit. Donc, ce que m'aura appris la crypto, c'est la psychologie, me confronter à ma propre psychologie, être confronté au travers de CM à la psychologie des gens, à la psychologie des foules, aux gens qui en 2020-2021 te portent très très haut et en 2022-2023 te descendent très très bas. Ça a été aussi ça, un cheminement, un roller coaster qui a été à la hauteur de la beauté sur laquelle l'auditoire peut nous porter en bull run. On a le miroir inverse où vraiment, parfois, on nous fait nous sentir un peu comme une merde pendant les 2 ans de bear market. Alors, je suis pas là à pleurer ou à faire le Calimero, comme diraient certains sur les réseaux sociaux, mais c'est les deux faces d'une certaine pièce. Et au plus, on a un auditoire qui est grand, au plus, le delta entre le trait positif et le trait négatif est omniprésent. Et derrière, voilà, sinon, ce que ça m'a apporté de positif, au-delà du fait d'avoir changé de vie, j'ai pas changé de vie en soi. J'ai pas de grands rêves de Lambeau, de penthouse ou de Dubaï. Je pourrais me contenter de vivre comme un ermite avec quelques chèvres et une grotte, pour le coup, comme dans le film de Marcel Pagnol. Mais sinon, c'est l'aventure humaine aussi qui a été assez extraordinaire. On a rencontré des gens avec qui on est là toujours de 5-6 ans plus tard, donc je pense que ça veut tout dire, dans un marché financier qui est extrêmement, on va dire, comme dans la politique, n'importe qui est capable de vous planter un couteau dans le dos. Ou voilà, hein, c'est un marché qui est dans lequel il y a tellement d'envie et d'envieux que c'est un peu Game of Thrones. Il y a des gens qui veulent votre place, il y a des gens qui sont prêts à tout pour y arriver, il y a des gens qui comprennent pas ce que toi tu fais alors que eux font quelque chose qu'ils pensent plus légitime et vont vous attaquer dessus. Il y a des gens qui apprécient pas que vous gagnez plus vite ou que vous montiez plus fort que eux. Mais bon, ça vaut pour à peu près tous les boulots. Sauf que là, c'est exacerbé avec les réseaux et le fait qu'on soit dans la finance. Donc, de mon côté, ça m'aura appris à la fois sur moi et à la fois sur les gens. Ça m'aura, oui, donné beaucoup d'argent, mais c'est aussi une remise en question permanente pour ne pas devenir tout ce que je ne voudrais pas devenir, justement. C'est-à-dire le fait que l'argent peut changer les gens
et peut changer la perception que les gens ont de vous. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été très difficile pour moi décembre dernier quand il y a eu l'histoire des wallets ou des trucs comme ça, où on a essayé, entre guillemets, de faire passer ça pour... en gros, il veut se faire passer pour un pauvre aux yeux des gens et voilà, alors que j'avais beaucoup gagné, il est vrai. Mais c'était aussi, de mon côté, presque une certaine forme de déni et de pudeur de me dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de gagner effectivement de l'argent. Et donc, voilà, c'est un cheminement au travers du temps un peu... c'est comme si vous gagnez, je sais pas, demain 500 000 $ ou 1 million au loto en cochant 3 cases et vous savez pas trop ce que vous avez fait pour. À ceci près que quand on fait la rétrospective de ce qu'on a fait sur CM, bah, j'ai fait 2 ans non-stop, les 2 premières années, 365 jours par an, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, parfois même plusieurs émissions par jour en comptant les lives. Donc, je suppose qu'en arrivant au bon endroit et au bon moment, puisque j'étais là dès 2019 et que j'ai bénéficié par la suite de 2020-2021, le coup de chance d'avoir été là. Et je prends ça pour à la fois le travail qui a été fourni sur CM et le coup de chance d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus, sur le fait qu'il y a toujours une part de chance qui est assez importante dans quelconque investissement, puisqu'il en dépend de tout le timing qui va derrière. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, parfois maladroitement, très certainement, j'essaie d'être un peu paternaliste avec tout le monde, de vous dire, OK, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, et d'essayer, même si ça passe pour un discours un peu pessimiste, d'avoir un discours qui soit bienveillant avec tout le monde et qui peut parfois paraître un peu relou quand je dis à tout le monde de prendre des profits quand on vient de faire x2, x3, x5, mais qui peut quand même vous sauver de bon nombre de fois de carabistouilles de marché qui, je suppose, nous mettent à mal dans nos convictions, dans la psychologie et dans le fait que le résultat à la fin de tout ça, c'est que 9 personnes sur 10, très largement, et peut-être plus dans le marché crypto, finissent par perdre de l'argent ou par lâcher la rampe tôt ou tard. Et donc, on essaie de faire en sorte que vous soyez le moins possible dans la communauté de CM, tout en ayant bien conscience que nous-mêmes avons fait des erreurs en cours de route, que le fait d'avoir un média, c'est très compliqué, d'avoir un discours qui puisse coller au plus grand nombre. Et donc, voilà, ma plus belle réussite au final avec CM, ça va faire un peu cliché de dire ça, mais c'est vous, c'est la communauté qui est là 6 ans plus tard. On a continué de faire 10 000 vues tout le long du bear market, même quand c'était au plus dur. Donc, voilà, je ne vous remercierai jamais assez déjà d'avoir permis de changer nos vies à tous autour de CM. Et surtout, je vous souhaite à tous de connaître peut-être pas le même déroulé, parce que tout à chacun a un chemin de vie qui est on ne peut plus différent, mais de trouver votre voie sur les marchés, dans la vie en général. Et je pense que la crypto nous a ouvert l'esprit à ce niveau-là, sur un fond qu'on n'aurait pas pu avoir, peu importe le boulot qu'on aurait fait. Je pense que c'est un accélérateur à la fois, oui, sur le plan financier, quand ça se passe bien, mais aussi sur le plan humain et moral. Il y a beaucoup, beaucoup de situations aujourd'hui qui peuvent nous paraître dérisoires quand on voit ce qu'on s'est traversé dans le marché crypto et qui sont malgré tout d'une violence inouïe. On voit aujourd'hui beaucoup d'images circuler de la guerre un peu partout au travers du monde et c'est désastreux de voir que les êtres humains, des millénaires plus tard, continuent de se faire la guerre, malheureusement. Mais voilà, le marché crypto nous propose régulièrement sa propre guerre. Et c'est vrai que c'est pas sans y laisser des plumes qu'on arrive aussi à se hisser tant en tant que CM, en tant que média, que au niveau d'un portefeuille qui se fera petit à petit sur votre résilience, vos larmes, votre sang. Et au bout du chemin, peut-être vous finirez par y parvenir. Voilà pour mon beau laïus. Et voilà pourquoi il valait mieux que je passe à la fin. Ouais. En tout cas, on peut conclure là-dessus. En tout cas, tu dis 9 personnes sur 10 vont perdre de l'argent, mais je vous rassure, ce ne sont pas les auditeurs de CM qui vont être 9 sur 10 à perdre, parce que vous serez le 1 sur 10. Je suis désolé, il y en a un parmi vous qui va perdre, mais les 9 sur 10, c'est les auditeurs de tous les ricains là, et tous les Chinois. Eux, ils sont dans la merde. Ils ne sont pas prêts. Vous êtes préparés. Hein. Là, ça fait 2 ans, 3 ans de bear market. Vous avez le doigt sur le TP, là.
Ouais. En tout cas, une fois que ce cycle sera terminé et qu'on continuera très certainement pour le média élargi CM, bientôt l'Oracle, sur lequel on va avancer aussi pas mal, ça permettra dans les 2 ans roulants qui viennent, qui comprendra très certainement cycle haussier et futur cycle baissier, de continuer de parler des marchés traditionnels, de la fiscalité, de l'optimisation potentielle qu'on pourrait en faire selon les pays, puisque je sais que voilà, vous êtes certains en France, d'autres en Suisse, d'autres en Belgique et d'autres aux 4 coins du monde. Donc il est bon de pouvoir parler de tout ça ensemble et petit à petit d'avoir une vision un peu plus globale qui nous permet aussi à tous d'avancer. Et le but, voilà, c'est à la fois d'avoir une aventure qui est agréable, puisque le chemin fait partie aussi de l'apprentissage et de la beauté du truc. Je pense qu'on ne serait pas là au bout de X nombre d'années à continuer de le faire si on n'était pas pris de passion pour ce qu'on fait. Mais on est là pour, on est là pour durer. C'est vrai que je vois qu'il y en a qui étaient contents qu'on les accompagne pendant le bear market et Mais on était contents d'être là. C'était la dernière fois la question d'une personne qui disait pourquoi vous continuez de faire ce que vous faites alors que vous avez déjà gagné de l'argent ou des trucs comme ça. Et typiquement, on en est rendu à un stade où vraiment on fait les choses par plaisir. Et c'est aussi quelque part un peu ce qui m'amène moi à avoir un discours qui n'est plus là pour être le discours qui plaît à tout le monde. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai plus rien à y gagner entre guillemets, ou j'ai plus rien tout court à essayer de dire tout le temps que ça va bien se passer, que tout va monter ou des trucs comme ça. Et quand en 2020-2021, on avait des discours qui parfois pouvaient paraître permaboule, c'est juste parce que nous-mêmes à ce moment-là, on manquait de recul, on manquait d'éducation, et en fait, on était typiquement dans ce que les réseaux vont vous proposer aujourd'hui, de par le manque d'expérience, le manque de recul et parfois, voilà, un peu des gens qui sont arrivés ces 2-3 dernières années. Donc, le but, c'est pas d'essayer de saper le moral ou quoi que ce soit, mais d'essayer toujours d'être le plus pragmatique possible et d'avoir des objectifs qui le sont tout autant pour essayer petit à petit voilà, de pouvoir avancer autour de ça, préserver un maximum son capital tout en essayant de le démultiplier quand il faut. Et une fois qu'on a trouvé à peu près la recette, pas miracle parce qu'elle n'existe pas, mais la recette qui fonctionne pour nous, c'est-à-dire pour vous, pour chacun d'entre vous, et bien derrière, vous verrez que vous vous en sortirez plutôt pas mal. Et peut-être, comme le disait Manu, que vous ferez partie, dans les 500 qui sont là ce soir à nous écouter, de l'immense minorité de ceux qui gagnent justement sur les marchés avec, voilà, on va dire, un objectif au long terme qui est souvent aussi le plus important, de se projeter plusieurs années plutôt que sur du court terme. C'est ce qui peut faire aussi toute la différence. La suite au prochain épisode. Ouais, je pense que là, la tartine était suffisante. Non, mais là, il faut garder un grand verre d'eau, c'est Garde un peu. Ouais, j'ai failli m'étouffer avec ma salive. Alors, vous voyez que je donne de ma personne. Hein. Mais tu vas voir, garde quand même de la voix parce qu'à mon avis, les gars, on va se revoir dans la semaine. Je sens le live sauvage arriver à un moment ou à un autre. Ça risque de faire effet. Moi, je le prédis. Et jeudi, n'oubliez pas, nous recevons Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste, pour poser vos questions fiscalité. On reparlera du fameux trade donation qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et voilà, on parlera un peu de tout ça. Je crois qu'il voulait lui aussi nous parler des dernières infos en rapport avec la fiscalité, notamment en France, tous les derniers trucs qui ont été votés. Donc soyez là, jeudi, 20h. Sinon, il y aura le replay sur YouTube, bien entendu. Et sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ce soir, à part si vous aviez encore un petit sujet sur lequel vous pouvez me lancer pour demi-heure, si vous qui voyez. C'est bon pour moi. Ouais, c'est bon, j'ai terminé tout le monde. Bon, sur ces belles histoires de cuir pleine fleur de lambeaux ou d'étables et de, comme je disais tout à l'heure, de grottes et de bergers, faites-vous plaisir. Le but aussi, c'est de prendre un minimum de plaisir dans ces investissements et de suivre ça avec intérêt, voilà, et avec plaisir. Hein, je pense que c'est le bon mot, de prendre ça comme il se doit. Et on se retrouve pas demain du côté de YouTube puisque vous aurez ce replay de ce soir. Donc mercredi pour le débrief.
Est-ce que demain soir, mardi, on fait un live élection? Je ne sais pas. Je pense que ça va partir dans tous les sens et qu'on n'en saura pas plus demain. Je crois que c'est Mais dans voilà. la nuit, hein, pour nous, les Ouais. élections. Enfin, ça va durer toute la journée, donc toute la nuit. Ouais, donc plutôt mercredi et ensuite jeudi, l'avocat fiscaliste et au pire, on fera un méga débrief au cours du week-end où voilà, on suit en temps réel tout ce qui se passe. Merci à tous d'avoir été là, c'était top. Merci Manu, Stengarl et Blue, c'était nickel. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à demain sur YouTube pour le replay et dans les prochains jours pour toutes les émissions qui viennent d'être annoncées. Bonne soirée ou bonne journée et bon courage pour le boulot. Ciao, ciao.